Bonjour, bienvenue dans l'épisode 19 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et aujourd'hui, je vais aborder la question de la psychanalyse à distance, qui implique que les corps ne se voient pas, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti ! Ce corps que nous sommes et que nous avons, nous l'habillons, nous le marquons, nos manifestations psychiques l'habitent et s'y disent. Quand il ne se fait pas manifestation psychique tout entier ou presque. Il se fait également le lieu privilégié d'inscription, un lieu que l'on marque, sur lequel on laisse des traces, comme autant de tentatives d'appropriation de ce corps, tout autant que de notre histoire. Nos vêtements ont comme fonction de protéger notre corps. Certes, ils servent à le couvrir, soit, mais le rapport que nous entretenons avec les tissus dont nous l'habillons parle de la manière dont nous le voyons, l'appréhendons, l'aimons, le détestons. Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur les contradictions que contiennent les normes vestimentaires plus ou moins explicites, à commencer par le soutien-gorge, cet accessoire qui se doit de mettre en valeur et de cacher tout à la fois. Bon courage avec ça. Comme le dit poétiquement le psychanalyste Serge Tisseron, ainsi, le feuilleté de nos parures crée-t-il sur nos corps un espace dont aucune sociologie ne peut rendre compte à elle seule. Une espèce de théâtre dont les étoffes juxtaposées délimitent autant de scènes et de coulisses. Fin de citation. En effet, la manière que nous avons de nous habiller témoigne à la fois d'un signal d'appartenance à tel ou tel groupe social, les jeunes, les trentenaires, les hommes cis, les femmes trans, les parisiens, les montagnards, les artistes, les gothiques, etc. Puisque la ressemblance, le besoin d'appartenir est profondément humain, mais aussi, ça parle d'un rapport très singulier à notre corps. Chaque personne a un rapport unique à son corps, qui est tout autant unique, et aux vêtements dont elle choisit de l'habiller selon des normes sociales, culturelles, familiales, au-delà des prescriptions plus ou moins implicites. Il convient dès lors, en psychanalyse, d'entendre ce que disent les vêtements et autres accessoires, tout autant que les postures, les inflexions de voix, les mots, MOTS, puisque, de même que ces derniers, les vêtements sont autant de signifiants renvoyant à d'autres signifiants. Il s'agit de décrypter dans quelle chaîne de signifiants ils s'inscrivent. Oui, bon, c'est fort intéressant tout cela, mais vous vous demandez peut-être pourquoi je me suis mise à parler de vêtements. Quel rapport avec le sujet d'aujourd'hui ? Est-ce que je ne me serais pas trompée d'épisode ? Eh non, c'est bien parce que le corps dit des choses de manière multiple, et que la manière dont on s'en occupe ou pas, dont on l'habille, dont on le pare, ce qu'on y inscrit, etc., dit des choses, que je vous ai parlé de tout cela. Or, quand on fait une psychanalyse à distance, par téléphone, où est-il le corps ? Je ne vais pas parler des analyses par visio, car je n'utilise pas cette méthode. C'est très personnel. Je ne l'apprécie pas car je trouve qu'elle surexpose le visage, alors que le téléphone permet de reproduire en partie le dispositif analytique du travail sur le divan, en libérant du regard l'analysante ou l'analysant qui a déjà bien assez à faire avec les regards qu'elle a dans sa tête. Je parlais du corps de l'analyste à la fin du précédent épisode. On a commencé à entrevoir la place occupée par le corps de l'analysant ou l'analysante en analyse. Il est indéniable qu'il en est un acteur majeur. Quid du corps de l'analyste donc ? Plus que le corps de l'analyste lui-même, qui ne nous intéresse pas en soi, puisque ce n'est pas lui qu'on va écouter, même si l'analyste peut l'écouter, écouter ce qui s'y passe et voir ce qu'elle en fait, plus que le corps de l'analyste lui-même donc, c'est la dimension dialectique entre le corps de l'analysant et celui de l'analyste qui est intéressante. L'analyste, tout autant que l'analysante ou l'analysant, est peu maître de son corps. Mais là ne réside pas nécessairement une problématique, si ce n'est que c'est ailleurs, dans un autre espace pour lui ou elle, que l'analyste aura le travail. C'est dans sa constance corporelle, au sens de présence corporelle, que peut s'ancrer une confiance, une fiabilité essentielle au déroulement de l'analyse. Et elle est là, au rendez-vous, fidèle au poste. Et ça n'a l'air de rien comme ça semble normal et attendu. Mais c'est pourtant aussi dans cette constance que le travail se tisse, dans ce corps qui est présent. Or, comment cela se passe-t-il lorsque la psychanalyse se fait par téléphone ? Quelle place pour les corps ? La pratique de la psychanalyse par téléphone ou visio s'est démocratisée avec les confinements liés au Covid. Bien sûr, il y a des analystes qui ne travaillent qu'au cabinet et ont repris ces modalités à la fin des confinements. D'autres qui mixent. Il y a des analystes qui souhaitent d'abord rencontrer en personne, celle ou celui qui souhaite faire une analyse, quand cela est possible. D'autres travaillent directement par téléphone. Bref, chacune et chacun fait comme elle veut. Évidemment, quand Freud en est arrivé à inventer la psychanalyse, invention qui, comme toutes les inventions, ne sort pas de nulle part, puisqu'elle est la somme de plein de choses mises en lien et en relief à un moment donné, il a fixé des modalités qui correspondaient à sa formation de médecin et aux possibilités de son époque. Les smartphones, vous le savez bien, n'existaient pas, Internet non plus. Je fais partie des psys qui travaillaient au téléphone avant le Covid.
Les séances à distance, que ce soit en visio ou au téléphone, s'étant développées depuis, mais évidemment, dans les débuts de la psychanalyse, Freud n'avait pas de smartphone, la question ne se posait donc pas. Mais au XXIe siècle, elle se pose. À la fin du XIXe siècle, faire une analyse en se parlant depuis un smartphone ne pouvait pas se produire. D'ailleurs, certaines personnes venaient de pays étrangers, parfois de très loin, pour travailler avec lui, ou plus tard avec Ferenczi, Jung, Klein, etc. On imagine mal aujourd'hui, même si ça existe peut-être, je ne sais pas, une personne qui vient passer plusieurs mois sur le lieu d'exercice d'un ou d'une analyste pour faire son analyse. Les modalités d'une psychanalyse étaient d'ailleurs bien différentes d'aujourd'hui. Freud recevait des patients pour des séances de 1 heure, plusieurs fois par semaine, voire presque tous les jours parfois, et ce pendant plusieurs mois. C'était finalement sur un temps plutôt court et avec un grand nombre de séances par semaine que la cure se déroulait. On est loin des 1 ou 2 fois par semaine sur plusieurs années des psychanalystes d'aujourd'hui. Or, comme tous les champs d'exploration, la psychanalyse ne peut qu'évoluer, s'interroger, se déconstruire et se construire dans un mouvement de recherche perpétuel. En tout cas, elle le devrait. Selon moi, évidemment, ça n'engage que moi. Et c'est bien ce qui se passe quand même, il me semble. Et c'est aussi comme cela que la psychanalyse en est venue à proposer aussi des séances à distance. C'est une forme particulière qui ne convient pas à tout le monde, pas plus que la psychanalyse ou tel psy correspond à tout le monde. Quand une personne vient au cabinet, elle y vient justement. Son corps se déplace. Les corps sont en présence, celui de l'analysant ou l'analysante et celui de l'analyste. Ce geste de se déplacer n'est pas anodin, il met en mouvement le corps comme le psychisme. Et bien des choses se disent d'ailleurs quand le corps ne se déplace pas, qu'il oublie ou bien qu'il est en retard, et on en parle. Dans ces actes parlants, signifiants, des termes qui me semblent bien plus justes que de parler d'actes manqués, le psychisme parle déjà à travers le corps. Ceci dit, c'est le cas aussi quand les séances ont lieu par téléphone et quand c'est l'analysante ou l'analysant qui appelle, car de fait, il garde le pouvoir et donc la possibilité d'être en retard, d'oublier. Et c'est précieux. Je ne travaille pas en visio car je trouve que cela surexpose le visage, comme je le disais, alors que le téléphone permet de libérer du regard, comme c'est le cas avec le travail sur le divan. Mais bien sûr, le corps manque quand même en séance par téléphone, car à aucun moment on ne le voit. L'analyste ne voit donc pas les changements corporels, vestimentaires, la mine reposée ou fatiguée, l'allure, etc. Ça, c'est évident, on passe à côté dans les psychanalyses au téléphone. Cependant, cela n'empêche pas, de mon point de vue qui n'engage que moi, de faire une psychanalyse. Que ce soit au téléphone ou au cabinet, certaines personnes feront bel et bien une analyse, d'autres non. Cela ne dépend pas que du cadre. Et puis, quand les personnes vivent à l'autre bout du monde, ce qui est parfois le cas, on ne peut pas se rencontrer. Et quand elles ne sont pas si loin que ça, parfois on peut se rencontrer. Mais quand on travaille par téléphone, la rencontre au cabinet ne va pas forcément de soi. Certaines personnes sont venues faire une séance au cabinet avec moi, puis nous avons continué au téléphone. D'autres sont venus faire une ou quelques séances alors que nous avions déjà commencé à travailler ensemble, parfois depuis des mois, voire des années au téléphone. D'autres encore restent des voix sur lesquelles je n'ai pas de visage à poser. D'ailleurs, les rencontres, quand elles ont eu lieu, ont souvent été des moments particuliers. En effet, ce n'est pas simple de rencontrer une personne dont on ne connaît que la voix, à qui on dit des choses très intimes de son histoire et qui tout à coup va prendre au corps. Eh bien, ce n'est pas rien. Certaines personnes avec lesquelles j'ai travaillé par téléphone, alors même que c'était possible et prévu, ont préféré qu'on ne se rencontre pas, pour des raisons très variées selon chacun et chacune. La psychanalyse, quelles que soient les modalités du dispositif, convoque des choses singulières pour chaque personne, et c'est ce qui est passionnant. Finalement, c'est dans un balai entre inconscient et conscient, ceux de l'analysant ou l'analysante, et ceux de l'analyste, où chacune et chacun se doit de trouver sa juste place, sa place juste, car il n'est pas question de bien, de mal ou de bon ou de mauvais, mais de ce qui est juste, dans un travail qui convoque d'autres inconscients, d'autres corps, ceux de l'autre avec un grand A, que l'analyse s'élabore et que les récits se tissent. Nous sommes perpétuellement en chemin, en quête, en recherche, et cela ne se situe pas uniquement au plan intellectuel et psychique, mais également dans le corps, et donc dans le dispositif analytique, dans ce que la psychanalyse appelle à inventer là aussi. Comme je le disais, la psychanalyse par téléphone n'a pas nécessairement attendu le Covid pour s'inviter dans la pratique de certains ou certaines psys, mais elle s'est davantage développée. On peut à l'opposé imaginer aussi des séances en plein air, ou encore, surtout peut-être, la possibilité d'écouter son corps et d'y trouver le pendant de l'association libre, ce que j'ai envie de nommer la disposition libre. L'association libre, je le rappelle, c'est le fait de dire ce qui vient, en essayant de ne pas filtrer, mais de suivre le cours de sa pensée telle qu'elle se présente. C'est donc suivre librement le fil de ses pensées, images, idées, ressentis, etc. Eh bien, on pourrait imaginer faire pareil avec le corps, ou pour le moins, laisser davantage de liberté au corps. De même que l'analyse nous invite à explorer notre psychisme grâce à la libre association conduite par la trame de récits, d'expériences, de ressentis qui sont les nôtres,
Tout cela s'ancrant également dans le corps, il serait intéressant d'inviter les analysantes et analysants à écouter les mouvements qui leur viennent. C'est d'ailleurs ce qu'ont tendance à faire parfois les enfants et les ados. Et elles se saisissent, voire devancent ces propositions, en s'autorisant à marcher, à s'asseoir par terre, à s'allonger sur le divan, à s'y mettre à plat ventre. Et elles écoutent leur corps qui leur enjoignent de suivre tel ou tel mouvement qui accompagne l'exploration et l'élaboration psychique. Et pourquoi cette libre disposition ne serait pas une liberté dont s'autoriseraient aussi les adultes ? Parfois, des adultes s'autorisent à s'installer confortablement, à enlever leurs chaussures, à prendre un coussin pour le mettre sur eux, etc. D'autres se mettent en tailleur assis, bougent davantage. Il ne s'agit pas de bouger pour bouger, comme une injonction, non, surtout pas, mais de s'autoriser à bouger si ça vient, et de s'autoriser à voir ce que ça fait émerger. Je rappelle que bien des philosophes ont trouvé dans la marche une manière de faire vivre leurs pensées. Corps et psychisme communiquent en permanence. Pourquoi l'un pourrait gambader et l'autre rester figé ? Et après tout, les séances au téléphone peuvent permettre une certaine liberté. Il y a des analysants et analysantes qui bougent pendant la séance au téléphone, qui changent de position en fonction de qui parle. Certains marchent, d'autres s'allongent, certaines établissent un rituel, d'autres aiment changer d'endroit. Bref, le corps est là, d'une autre manière. Et d'ailleurs, qui dit que moi, je suis assise dans mon fauteuil lors d'une séance au téléphone ? Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.